ce livre Autoportrait est plus une démarche presque de plasticien que d'écrivain, et que la part conceptuelle d'Autoportrait me semble très grande. Autoportrait à l'étranger est un recueil de textes où là, finalement, le concept est plus important que le texte lui-même, puisque je ne parle vraiment que de broutilles. Je ne raconte que des trucs totalement inintéressants, ou insignifiants, ou non édifiants. Enfin, en tout cas, à dessein, j'essaye de définir des sujets minimum, et donc c'est seul compte l'écriture. Donc il y a là une démarche conceptuelle. Il se trouve qu'en plus, mais ça c'est plus un hasard que je cite Ange Leccia là-dedans, qui est un ami, c'est parce que un des textes il était présent, enfin plutôt dans une des situations que je décris il était présent. Là c'est plus un hasard. Ce qui est délibéré, conscient, c'est de le publier maintenant, en même temps que l'exposition, parce que en effet je trouve que, et je l'explique dans la préface, il y a une démarche plus proche presque des arts plastiques, une réflexion. Est-ce que c'est un genre, l'autoportrait? Enfin, en peinture, certes, mais est-ce que ça peut l'être en littérature? Et cette réflexion-là, je pense que c'est très intéressant de la republier maintenant, où je m'apprête à montrer en grande quantité des œuvres plastiques. Il y a un décalage permanent, et pas seulement horaire, mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur les décalages. C'est une des choses qui construit mes textes, qui construit à tout point de vue. Alors, je pourrais même élargir ça en disant d'un point de vue plus sérieux, plus du fond, pour les livres comme Fuir ou Faire l'amour. Ce décalage, lorsqu'il est traité de façon moins humoristique, moins simplement déconnante, en disant Le Mans, on se croirait à Helsinki parce qu'il fait jour encore à 9h30, ce qui est absurde, mais ça marche bien. Mais lorsqu'on le voit plus sérieusement, ça a rapport à l'ambiguïté. Et dans Faire l'amour ou dans Fuir, ça m'importe finalement de mettre ensemble les notions contradictoires. Le titre va bien, l'urgence et la patience, puisque ce sont des notions contradictoires, et de mettre ensemble même des notions qui pourraient être opposées. C'est une chose qui m'a toujours frappé, que le roman permettait justement de dire qu'une chose était à la fois blanche et noire. Et justement, c'était intéressant, ce n'est pas intéressant quand c'est gris, quand c'est le juste milieu. Par contre, lorsque c'est à la fois blanc et noir, il y a quand même un problème quand quelqu'un est à la fois adorable et odieux, ça crée une richesse, ça crée une dynamique, ça crée un décalage. Et donc dans le registre plus sérieux, plus grave, ce décalage c'est l'ambiguïté. Et l'ambiguïté est quelque chose d'extrêmement porteur, parce que les personnages ne sont ni complètement blancs ni complètement noirs, ils sont à la fois blancs et noirs. Il y a une idée d'impertinence aussi, enfin, c'est toujours de comparer Le Mans à Helsinki juste parce qu'il fait jour encore à 9h30, c'est quand même se foutre un peu de la gueule du monde. Il y a quand même cette impertinence, et en même temps c'est totalement juste, ma métaphore est juste. Simplement, j'ai pu penser, tiens, on se croirait à Helsinki, parce que c'est à Helsinki que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il fait encore jour complètement alors qu'il est 3h du matin. Et donc là, m'étant fait la réflexion au Mans alors qu'il était simplement 21h40, en me disant, tiens, il fait encore jour, j'ai simplement forcé un peu le trait de quelque chose réel. Ça m'avait rappelé quelque chose réel que je pourrais situer à l'été 85, où j'étais à Helsinki, et j'ai un souvenir assez précis d'une rue qui descend un petit peu à Helsinki, en sortant de l'hôtel, il est 2h40 du matin, et je dis tiens, il fait jour. Et au Mans, ça m'a rappelé ça, et simplement je le mets. J'ai pas peur de forcer un petit peu le trait pour faire une métaphore qui, par ailleurs, n'est pas du tout pertinente. Finalement, j'aime assez qu'il y ait des frontières justement pour insister sur les décalages. Mais en même temps, je suis aussi complètement un écrivain du début du XXIe siècle, en cela que je voyage énormément, et que le fait d'avoir été, je crois moi, 14 fois, j'ai fait 14 séjours au Japon,
sans être un spécialiste particulier de la culture japonaise. Il y avait une vraie passion pour le Japon, mais j'ai fait aussi beaucoup de voyages en Chine, j'ai aussi été beaucoup aux États-Unis. Peu d'écrivains dans les années au XXe siècle, au début du XXe siècle encore plus, pouvaient le faire simplement étant donné de la durée du voyage, tout simplement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la métaphore le monde s'est quand même rétréci et c'est quand même beaucoup plus facile d'aller partout. Et que, en effet, on constate que dans un centre commercial en Chine, on peut avoir une impression de dire tiens, je me croirais à Prague. Et en tout cas, moi, ça me vient tout le temps. Et ça me plaît de le voir ça comme ça. Parce que, en fait, j'ai reconnu une marque, disons. Alors que, bon, les Chinois, ils ont tendance quand même à avoir tout eux-mêmes. La langue chinoise traduit tous les mots. Par exemple, ils n'utilisent pas les mots étrangers. Les Italiens, ils ont pris tout. Computer, maintenant, c'est un mot italien, computer. Mais en chinois, ils traduisent tout. Computer, enfin, aucun mot, même en sonorité, ils s'approprient tout. Donc même mais de temps en temps, il y a peut-être quand même une marque Carrefour revient, et on voit Carrefour comme dans les pays de l'Est. Bah, le jeu d'échecs, c'est une fascination esthétique et ludique. Je suis toujours resté amateur, j'ai jamais produit, à mon avis, une vraie bonne partie. J'ai failli faire nul contre Korchnoi dans une partie simultanée, mais j'ai raté la nulle, donc c'est un peu con. J'ai analysé après, et il m'a dit mais tu joues ça, et il est obligé de C'était lui en plus, Korchnoi, qui était obligé de faire un échec perpétuel pour sauver, sinon j'avais un coup. Je menaçais de gagner même. Bon. Mais je suis resté quand même très amateur, mais très fasciné. Et c'est présent dans la salle de bain. Il y a une métaphore avec Mondrian, comme aux échecs, son immobilité est immobile. Enfin, je pourrais la retrouver, mais il y a aussi une évocation dans l'appareil photo, plus longue, avec avec la variante Breyer de l'espagnol fermé. Et c'est les échecs, comme d'ailleurs chez beaucoup d'écrivains qui me plaisent et qui ont ce côté ludique, évidemment Nabokov, Gombrowicz aussi peut-être, je suis pas totalement sûr, mais c'est une Beckett. On peut voir certains points communs entre les échecs et l'écriture. Je vais faire une parenthèse. Dans le cadre de l'exposition que je prépare au Louvre, très récemment, j'ai traduit le chant 3 de l'enfer de Dante en français. Et j'avais jamais fait de traduction. Et dans ce travail, j'étais incroyablement frappé combien une traduction ressemblait à une partie d'échecs. C'est-à-dire qu'en fait, une partie d'échecs de grand maître réussi, c'est toujours des coups qui sont très simples en soi, mais ce qui fait le grand maître, c'est qu'il n'y en a aucun imprécis. Il n'y en a que des bons. Et une traduction, c'est peut-être un peu la même image qu'on pourrait... Une traduction réussie, c'est qu'il faut que chaque élément soit juste. Et je dirais n'importe quel patate pourrait réussir une phrase, mais il faut être un grand traducteur pour accumuler des phrases qui sont justes tout le temps et qui ont aussi une intelligence ou de la littérature ou de la partie d'échec, ou une intelligence du jeu ou de l'enjeu pour la littérature. Et bon, voilà, fin de la parenthèse. Et donc finalement, vous n'avez jamais fait cette partie d'échecs avec Beckett? Si, 1 E4, les Noirs abandonnent. C'est magnifique. Moi je lui dis au cas où 1 E4, il me répond les Noirs abandonnent. Donc on pourrait faire un diagramme, tout ça, Beckett, E4, les Noirs abandonnent, ce serait très très beau.
Le bus, évidemment, c'est pas du tout à dessein qu'il fallait qu'il y ait un bus au début et un bus à la fin, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait un bus, parce que c'est le côté prosaïque que j'aime. Dans les deux cas, si j'insiste sur le bus, et même sur le bus 63 à la fin, c'est parce que c'est très prosaïque. Le bus 63, tout le monde le connaît, il passe à Saint-Germain, il fait tout le boulevard Saint-Germain. J'aime qu'il y ait ce côté prosaïque, très prosaïque, à côté d'une métaphore quasi biblique, puisque je parle de Saint Paul. Et au début, c'est le jour où j'ai commencé à écrire, finalement, il n'y a aucun grand élan sacré. Hier, j'étais dans le bus entre la République et la Bastille. C'est très, pour moi, important. C'est un peu dans tous mes livres qu'il y a ce prosaïsme mélangé à de hautes idées. Oui, l'autre point lecteur, ça fait partie du projet. Le projet, comme je l'ai déjà dit, ça pourrait être en écrivant, en lisant, enfin, écrivain, lecteur, mais mes expériences concrètement. Et puis, finalement, le texte le plus novateur, le plus tourné finalement vers l'avenir, c'est peut-être celui qui s'appelle L'urgence et la patience, où pour la première fois j'explore, c'est le plus récent, je l'ai écrit dans 6 mois avant la publication ou 1 an avant la publication, où j'essaye de définir ce qu'est pour moi écrire, et finalement en identifiant ces deux notions contradictoires d'urgence et de patience. Évidemment, je parle de la littérature, mais on pourrait l'élargir. Je pense que ces notions d'urgence et de patience sont sans doute pertinentes dans d'autres domaines. Le jour où j'ai commencé à écrire. J'ai oublié l'heure exacte du jour précis où j'ai pris la décision de commencer à écrire, mais cette heure existe, et ce jour existe. Cette décision, la décision de commencer à écrire, je l'ai prise brusquement, dans un bus, à Paris, entre la place de la République et la place de la Bastille. Je n'ai plus la moindre idée de ce que j'avais fait auparavant ce jour-là, car dans mon souvenir, à cette journée réelle de septembre ou d'octobre 1979, se mêle le souvenir du premier paragraphe du livre que j'ai écrit, qui racontait comment un homme qui se promenait dans une rue ensoleillée se souvenait du jour où il avait découvert le jeu d'échecs. Livre qui commençait, je m'en souviens très bien, c'est la première phrase que j'ai jamais écrite, par « C'est un peu par hasard que j'ai découvert le jeu d'échecs ». Ce que je sais avec plus de certitude, le souvenir maintenant se précise, c'est que rentrer chez moi ce jour-là, ce lundi-là, je ne sais pas si c'était vraiment un lundi, mais il me plaît en tout cas de le croire, j'ai toujours éprouvé un petit penchant naturel pour le lundi, j'ai écrit la première phrase de mon premier livre dans ma chambre de la rue des Tournelles, dos à la porte, face au mur. J'ai écrit la première version de ce livre en 1 mois, sur une vieille machine à écrire, et comme je ne savais pas encore taper à la machine, je progressais avec 2 doigts, maladroitement, en même temps que j'écrivais, j'apprenais à taper à la machine.